Je me présente, je suis Véronique Demortière, technicienne en hygiène et sécurité sur le centre de Saint-Ouen-l'Aumône dans le Val d'Oise. Et pour animer ce webinaire, eh bien, je suis accompagnée de ma collègue qui va se présenter et vous présenter rapidement notre service de prévention en santé au travail. Bonjour à tous, je suis Sarah Goulam-Houssen, je suis assistante en santé au travail sur le centre du 10e arrondissement de Paris et le centre Vinégrier. Nous faisons toutes les deux partie de l'équipe pluridisciplinaire de votre service de santé au travail qui s'appelle aujourd'hui Prevlink. Prevlink, donc c'est aujourd'hui 652 000 salariés suivis, 34 000 entreprises adhérentes, 570 collaborateurs, 32 centres. Nous sommes le deuxième service de prévention et de santé au travail en France pour préserver la santé des salariés et vous accompagner dans la gestion des risques professionnels. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire consacré à la prévention des risques routiers professionnels à destination des salariés. Ce webinaire est proposé cette semaine dans le cadre des Journées de la sécurité routière au travail qui se déroulent donc du 27 au 31 mai. Le thème abordé aujourd'hui concerne les déplacements sur la route en lien avec le travail. Parce qu'en voiture, en camionnette ou en poids lourd, en vélo ou en trottinette, qu'importe le moyen qui nous transporte sur les lieux de notre travail, pour aller déjeuner, se rendre en mission, aller en clientèle, livrer du matériel, nous risquons chaque fois notre vie sur la route. Alors, c'est une activité qui peut paraître banale, hein, ce qui rend le risque banal. Or, ça reste un risque à part entière. Et il ne faut pas, bien sûr, le négliger. Alors, rappelez-vous, trajet ou mission, on est tous concernés par ce risque. Cette présentation se déroulera de la manière suivante. Après une introduction générale pour parler du risque routier, nous présenterons quelques chiffres statistiques. Puis nous détaillerons les différents facteurs de risque concernés, ainsi que les moyens de prévention qui permettent de réduire la probabilité que survienne un accident. Et nous conclurons notre session et nous vous proposerons un petit quiz interactif Kahoot qui vous permettra de faire appel à votre mémoire et à vos connaissances de façon ludique. Alors, notre objectif est de vous amener à une prise de conscience des risques multiples auxquels nous faisons face sur la route. Alors, quelle que soit notre situation, conducteur régulier ou occasionnel, chauffeur, technicien, commercial, aide à domicile, quel que soit le moyen de transport que vous utilisez, nous sommes sur la route que nous partageons tous et c'est pourquoi les messages de prévention nous concernent tous. S'informer pour mieux se protéger. Le risque zéro n'existe pas, alors attention aux habitudes et aux automatismes. On va commencer par parler de notre activité de conduite. Alors, le véhicule qu'on utilise dans le domaine privé ou pour se rendre au travail, ou même pour travailler, il peut être personnel, c'est vrai, ça peut être notre voiture, il peut être de fonction ou de service. Il peut être également de nature différente. Ça peut être une moto, on peut aller travailler en moto, on peut être livreur en moto, on peut être en camionnette, on peut aller travailler en vélo ou se déplacer en trottinette. Néanmoins, le moyen de se déplacer est le facteur de risque commun aux différentes situations rencontrées. Alors, dans le domaine privé, l'individu qui est un usager lambda de la route va devenir dans le domaine professionnel un salarié en mission. Il est soumis à un contrat de travail et éventuellement à d'autres règles de l'entreprise en plus du code de la route. Le déplacement routier dans le cadre privé devient, dans le cadre du travail, un trajet ou une mission. Se déplacer devient un acte de travail. Alors, il faut noter la différence entre un accident de trajet et un accident de travail. L'accident de trajet ne donne pas lieu à une protection spécifique, contrairement à l'accident de travail. L'accident de trajet, c'est un déplacement habituel entre le domicile et le travail, et un accident de mission se produit pendant le temps de travail qui découle d'un déplacement qui va être lié à votre activité professionnelle. L'accident de trajet n'est toutefois, quant à lui,
pas reconnu si le parcours n'est reconnu que si le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités de la vie courante. Je vous donne un exemple. Si tous les jours, vous avez l'habitude, en quittant votre travail, de vous rendre à la boulangerie pour acheter une baguette, ou si vous quittez votre travail et que vous allez à la crèche ou chercher votre enfant, eh bien, ce petit détour entre votre travail et votre trajet sera une habitude et vous pourrez effectivement déclarer, s'il se passe un accident à ce moment-là, en accident de trajet. Alors, le véhicule, quant à lui, devient, quand on est dans le travail, eh bien, son outil de travail. Donc, rappelez-vous que vous n'avez qu'un seul et unique permis de conduire, que ce soit dans la sphère professionnelle ou la sphère privée. On peut perdre son permis dans des circonstances personnelles, soit pendant le week-end ou les vacances, par exemple. Et pour autant, ce même permis de conduire est subordonné à votre contrat de travail. Donc, vigilance, vigilance, hein, puisque vous n'en avez qu'un et qu'il faudra faire en sorte de le garder. Parlons sécurité puisque nous sommes tous concernés. Le salarié au volant est ici le conducteur au sens de l'article L121-1 du Code de la route qui stipule que le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule et sur qui pèse l'obligation de respecter bien évidemment les règles du Code de la route. Il est aussi responsable de son comportement et de sa conduite. Il lui incube ou appartient de prendre soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou omissions au travail. De respecter les consignes de l'entreprise, c'est-à-dire la signature du contrat de travail qui engage le salarié et en cas de non-respect, il peut être sanctionné pour faute professionnelle. Alors, on va parler du risque routier en quelques chiffres. D'abord, c'est un risque qui est caractérisé par sa gravité. Il peut ne jamais y avoir un accident, mais lorsqu'il se produit, l'accident peut être mortel. Et il faut savoir que le risque routier est la première cause de mortalité au travail. Un accident de la route lié au travail se produit toutes les 10 minutes. 450 décès sur la route lors d'un déplacement représentent environ 35% des accidents de travail mortels, dont 68% qui représentent 308 tués lors d'un trajet et 32%, 146 tués lors d'un accident de mission. En augmentation, puisque en 2019, il y avait eu 406 décès et 295 en trajet et 111 en mission. Donc, vous voyez qu'il y a une bonne hausse puisqu'on est à 454 décès. Avec les derniers chiffres. Alors, si les dommages les plus visibles suite aux accidents de la route sont les dommages corporels, il y a pourtant d'autres conséquences sur la vie sociale. Elles peuvent être, et sur le travail, parce qu'elles peuvent être matérielles, psychologiques, financières, juridiques ou morales. Alors, on ne va pas résumer le risque routier uniquement par l'accidentologie. Nous allons vous présenter les différents facteurs de risque pour mieux apprendre à les connaître et surtout pour s'imprégner des bons conseils de prévention et essayer de les adopter systématiquement. Nous allons commencer par la vigilance, le sommeil et la vue. L'alcool, les drogues et les médicaments qui sont loin d'être anodins dans les causes d'accidents. Puis un facteur important avec les distracteurs au volant, les téléphones, les messages, les GPS et autres, sans oublier les véhicules, voitures, poids lourds, motos, vélos et engins de déplacement personnel motorisés, et le comportement du conducteur avec la vitesse. Alors, la somnolence au volant est la première cause d'accident sur autoroute. Il faut bien distinguer fatigue et somnolence. La fatigue, c'est le premier stade critique, la difficulté à rester concentré. Les signes annonciateurs
sont la sensation de paupières lourdes avec le clignement des yeux, le picotement des yeux, l'envie de se frotter les yeux, le raidissement de la nuque, les douleurs de dos et le regard qui se fixe, d'où la nécessité de bouger ou de changer de position fréquemment, et la sensation de froid. La somnolence, elle, c'est un danger, puisque c'est la difficulté à rester éveillé avec le risque d'endormissement, quelle que soit la longueur du trajet. Elle se manifeste par des bâillements et des paupières lourdes. La somnolence entraîne des périodes de micro-sommeil, qui durent entre 1 à 4 secondes, pouvant être extrêmement dangereuses pour la sécurité de tous. Il faut être vigilant face aux différentes causes qui peuvent être responsables de cette fatigue et du risque de somnolence. Une nuit trop courte, des troubles du sommeil, une mauvaise hygiène de vie, des horaires décalés et ou un travail de nuit. Il existe des horaires critiques difficiles pour notre organisme qui physiologiquement perd en vigilance. On peut constater que la nuit, c'est entre 2 heures et 5 heures du matin, et en journée, c'est entre 13 heures et 15 heures. À savoir, 17 heures de veille équivaut à un taux d'alcool de 0,5 g par litre de sang, et 3 heures de conduite prolongée la nuit équivaut aux effets de 0,8 g par litre d'alcool dans le sang. Les conseils de prévention. Une solution toutes les 2 heures, la pause s'impose. Pause active toutes les 2 heures, c'est descendre de la voiture, marcher, prendre l'air, faire des exercices d'étirement. S'arrêter et dormir en cas de signe de somnolence, environ 20 à 30 minutes. Mais attention, la pause ne suffit plus. La solution la plus efficace pour restaurer sa vigilance, c'est s'arrêter dans un endroit sécurisé pour se reposer au minimum un quart d'heure. Il faut aussi éviter de faire un repas trop lourd, avoir une bonne hygiène de vie, ne pas consommer d'alcool et dormir suffisamment, environ 7 heures. Il faut aussi consulter un médecin en cas du trouble du sommeil. La fatigue et la somnolence au volant peuvent être passagères, mais peuvent aussi venir d'une pathologie comme l'apnée du sommeil. C'est pourquoi il faut être vigilant et consulter un médecin en cas de signe de somnolence dans la journée. Nous en profitons pour vous informer qu'un webinaire spécial sur le sommeil est disponible sur le site Prevlink. Maintenant, on va parler de la vue. La vue est quant à elle le premier garant de la sécurité au volant. Différents facteurs liés à la vue ou à la visibilité peuvent engendrer des risques pour la conduite. Savez-vous que 90% des décisions à prendre au volant d'un véhicule dépendent de vos yeux? Souvent, on se rend compte d'un problème de vue lorsque l'on se trompe de direction, quand on voit un panneau au dernier moment, et ce sont des signes qui doivent vous alerter. On peut aussi être sujet aux éblouissements lors de la conduite de nuit, avec les phares de voiture mal réglés qui arrivent en sens inverse. Le temps de récupération après un éblouissement est différent en fonction de votre âge. L'entretien, lui, concerne le nettoyage et les réparations des éventuels dysfonctionnements ou détériorations de certains organes de sécurité, comme les optiques, les feux stop, le pare-brise, les rétroviseurs et autres. Nos conseils de prévention. Que l'on soit corrigé ou pas, il est important de faire contrôler sa vue régulièrement chez un ophtalmologue. Il dépistera et corrigera les affections susceptibles d'altérer votre capacité à la conduite, puisque la vue évolue tout au long de notre vie. Bien voir et être vu. C'est entretenir, vérifier, nettoyer les optiques du véhicule très régulièrement. Alors, nous voilà à parler d'un sujet important qui est lui aussi banalisé ou tabou. C'est selon. Mais oui, c'est vrai, l'alcool fait partie de notre culture, de notre savoir-vivre et a une place importante dans notre vie, même si nous buvons avec modération. Mais l'alcool, même à petite dose, agit directement sur le cerveau et a des effets sur la conduite, notamment un allongement du temps de réaction, une réduction du champ visuel, la diminution de perception du danger, une euphorie qui nous fait prendre des risques, va nous faire également faire des excès de vitesse, va nous rendre avoir des difficultés d'évaluation des distances, une diminution de l'attention, des troubles de l'humeur et voire créer de l'endormissement. Alors, n'oublions pas que l'alcool est la première cause d'accidents mortels sur la route et que 30% de la mortalité routière est presque pareil avec la vitesse, hein, puisque c'est en gros 29%. Chaque verre que vous allez chaque verre présenté sur cette image contient étonnamment la même dose d'alcool.
Vous voyez un ballon de rouge, un verre de bière, un verre de whisky, une flûte de champagne. Eh bien, il n'y a pas de différence en termes de taux d'alcool. Un verre standard, que l'on appelle un verre bistrot, hein, c'est ce qu'on va vous servir lorsque vous allez commander au café un type de ce verre, eh bien, équivaut à une dose d'alcool, soit 10 grammes d'alcool pur. Ce qui veut dire que boire un demi de bière ou un whisky revient à assimiler la même dose d'alcool. On va effectivement vous servir un grand verre de bière. Or, pour un whisky, on va vous en servir un fond de verre, puisque le degré d'alcool est différent. 5 degrés pour une bière, 40 degrés pour un whisky. Donc, il faut être vigilant sur cette notion, car un verre qui va être bu à la maison ou chez des amis ou au restaurant sera un verre beaucoup plus généreux. Il va être au-delà d'une dose standard, donc au-delà de 10 grammes d'alcool dedans. Souvent, les verres sont plus grands et ils contiendront donc beaucoup plus d'alcool. Un whisky servi en dehors d'un bar sera plutôt un double, voire un triple whisky, ce qui veut dire 2 à 3 doses d'alcool. Attention aussi au titrage d'une simple bière qui peut en valoir deux. Par exemple, une 8,6, sans faire de publicité, correspond à son degré alcoolique. Si vous buvez un demi, c'est quasiment 2 doses d'alcool. Or, on le sait, 2 verres standards correspondent à la dose limite autorisée par la loi lorsqu'on prend le volant, soit 0,5 g par litre de sang. Lorsqu'on est contrôlé par les forces de l'ordre, on nous fait souffler dans un éthylotest pour mesurer le taux d'alcool expiré. 0,5 g par litre de sang correspond à 0,25 mg par litre d'air expiré. Donc, il faut garder en tête qu'après 2 verres, tout s'accélère. Le risque d'accident mortel augmente en fonction de l'alcoolémie. À 0,5 g d'alcool dans le sang, le risque est quand même multiplié par 2. Et il va être multiplié par 8 à 0,8 g par litre de sang, ce qui correspond à peu près à 3 verres. Et alors, à 1,2 g par litre de sang, il est multiplié par 35. Cela est vraiment important. Bon, là, ça correspond en gros à 8 verres, 8 verres, mais sur une soirée, c'est pas complètement idiot, quoi. Ça peut se présenter. Alors, aucune astuce miracle pour diminuer rapidement le taux d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré. Que vous mangiez un bonbon à la menthe, que vous buviez du café, que vous buviez 1 litre d'eau avant de prendre la route, l'alcool est éliminé dans l'organisme par le foie et seul le temps permet d'éliminer l'alcool dans le sang et rien d'autre. Alors, le délai d'élimination de l'alcool dans l'organisme diffère un petit peu que vous soyez une femme ou un homme. C'est un petit peu plus rapide chez les hommes. Bon, souvent, c'est parce qu'une femme, c'est un petit peu plus frêle, ou un peu plus petit, un peu moins lourd. Mais bon, ça encore, c'est à prouver, hein, pas systématique. Bon, en gros, on a schématisé donc sur le schéma femme en rose, homme en bleu. On a genré, très bien, pas aujourd'hui. Alors, il va être en moyenne, cette élimination va être, et le temps d'élimination, pardon, va être en moyenne de 0,10 g par litre par heure pour les femmes et de 0,15 g par litre par heure pour les hommes. Ça fait donc pour un taux équivalent, si on prend un taux équivalent à 2 grammes par litre à minuit chez la femme, par exemple, hein, après une soirée bien arrosée, eh bien, il va falloir, on va voir sur le schéma, enfin, et pour l'homme, voilà, je bafouille, hein, excusez-moi, et que pour un taux équivalent chez l'homme de 2 grammes litres à minuit chez la femme et pour l'homme aussi à minuit, il va s'éliminer je vais y arriver, excusez-moi. On voit que sur le schéma, un homme sera autorisé à reprendre la route
puisque son taux atteindra 0,5 g par litre à 15 heures, à 10 heures, alors que pour la femme, ce taux arrivera à 0,5 g par litre de sang seulement à 15 heures. Donc, vous voyez qu'il faut vraiment du temps pour éliminer cette quantité d'alcool. Et la femme même ne retrouvera son taux à zéro seulement qu'à 20 heures. Et l'homme, lui, en début d'après-midi à 13h30. Donc, il est vraiment indispensable d'avoir en tête la dose réelle que l'on consomme d'alcool. Je veux dire, notamment le soir, quand on va au restaurant ou autre, si on prend une bouteille, vous allez vous servir beaucoup plus de quantité que de verres standards. Donc, seul le temps permet d'éliminer l'alcool et rien d'autre, hein, donc 1 à 2 verres par heure. Et rappelez-vous qu'on met plus de temps à éliminer un verre maison qu'un verre dose bar. Donc attention aux soirées, aux fêtes et aux événements, notamment si on travaille le lendemain matin et que l'on doit prendre la route bien sûr. Hein. Alors, on connaît tous ce dicton, hein, boire ou conduire, il faut choisir. Non, donc, le code de la route impose une limite fixée à 0,5 g d'alcool par litre de sang, soit 0,25 mg par litre d'air expiré. Alors, on va d'abord parler des conducteurs titulaires d'un permis probatoire ou ceux qui sont en situation d'apprentissage, puisque le code de la route, pour eux, a donné une limite à 0,2 g par litre de sang, soit 1 mg par litre d'air expiré. Donc, autant dire, voilà, 0 verre, hein, parce que il est sûr de ne pas dépasser le taux légalisé. Regardez, avec un seul verre, il peut facilement basculer donc à 0,2 g par litre. Et dans ces cas-là, c'est une contravention avec un retrait de 6 points, une suspension du permis de 3 ans, puisque de toute façon, les permis probatoires n'ont que 6 points. Et lors de la première année du permis probatoire, le conducteur perd son permis. Donc, il doit repasser l'examen du permis de conduire. Et il va avoir une amende forfaitaire de 135 € pour aller jusqu'à 750 € éventuellement avec immobilisation du véhicule. Voilà, sauf si un passager est en état de conduire. Alors, on passe au permis standard. Donc, on l'a vu, hein, 0 verre. Si on passe à 2 verres, à 0,25, ce qui équivaut à un verre, c'est bon. Là, on arrive à 2 verres. Si on dépasse ce 0,5, hein, donc la limite est faible. Si on glisse donc entre 0,5 et 0,8, il s'agit donc d'une contravention pareille, hein, 135 € d'amende avec un retrait de 6 points et une suspension du permis jusqu'à 3 ans. Si vous dépassez le taux, là, hein, à 0,8, s'il est égal ou supérieur, eh bien là, il s'agit d'un délit. Ça va jusqu'à 4 500 € d'amende avec annulation du permis et interdiction de le repasser pendant 3 ans maximum. Stage obligatoire sensibilisation de la sécurité routière aux frais du contrevenant et peine d'emprisonnement en fonction de la gravité du délit. Et ça peut aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement avec confiscation du véhicule. Voilà, donc ce n'est pas rien. À toi, Sarah. Maintenant, on va parler des drogues. La consommation de stupéfiants est un sujet qu'il ne faut pas négliger dans le risque routier. Sachez également qu'en fonction du type de dépistage, il est possible qu'un test soit positif, même plusieurs semaines après la consommation. Donc, un accident mortel sur 5 implique un conducteur positif aux stupéfiants. Et le cocktail drogue-alcool, lui, multiplie par 29 le risque d'avoir un accident mortel. On va parler du cannabis. Lui, il entraîne la somnolence, il ralentit la coordination des mouvements, il allonge le temps de réaction, diminue les facultés visuelles et auditives. Pour le cannabis fumé, les composants actifs contenus dans la fumée de cannabis passent des poumons dans le sang en quelques minutes.
Le pic apparaît après 15 minutes. La durée des effets est environ de 1 à 4 heures. L'ecstasy, lui, masque la sensation de fatigue et altère les capacités mentales, l'impression trompeuse de la maîtrise de soi. La cocaïne, elle suscite une conduite agressive associée à des erreurs d'attention ou de jugement jusqu'à la perte de contrôle du véhicule. Les opiacés, eux, provoquent une baisse de l'attention, altèrent la capacité à décider rapidement et de façon adaptée, réduisent la conscience du danger et de ses obstacles. Que nous dit la réglementation du Code de la route? La conduite sous influence de stupéfiants entraîne, quel qu'en soit le taux, le retrait de 6 points sur le permis de conduire, 4 500 € d'amende et jusqu'à 2 ans de prison. Si le conducteur se trouve également en état alcoolique, là il a 3 ans de prison, 9 000 € d'amende et jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende en cas d'accident mortel quand le conducteur commet une circonstance aggravante supplémentaire, c'est-à-dire par exemple stupéfiant et alcool ou conduite sans permis. Maintenant, on va parler des médicaments. Il faut savoir que certains médicaments altèrent les capacités de la conduite avec, par exemple, les tranquillisants et les antidépresseurs, les somnifères. Et sachez, même ceux que vous pouvez prendre régulièrement sans ordonnance, alors excusez-moi, j'ai bafouillé, et même ceux que vous pouvez prendre régulièrement et qui se délivrent sans ordonnance. Les traitements contre la toux, la fièvre, la douleur, l'hypertension artérielle, les allergies et le diabète peuvent être également à l'origine de somnolence ou d'endormissement au volant. Votre médecin ou votre pharmacien ne pensera pas forcément à vous informer sur la baisse de vigilance à la prise de certains médicaments. Un tiers des médicaments commercialisés en France est classé comme incompatible avec la conduite. On va parler des effets des médicaments qui peuvent être de différentes natures. Troubles de l'équilibre, somnolence, baisse de l'attention, nausées et vomissements, troubles de la vision. Notre conseil de prévention sera de penser à consulter les pictogrammes présents sur les boîtes, si vous devez conduire après la prise de médicaments. Donc, le pictogramme jaune vous demande d'être prudent. Il ne faut pas conduire sans avoir pris connaissance des conseils. Le pictogramme orange, lui, demande également de la prudence, mais seul un professionnel de santé, pharmacien, médecin ou infirmier, pourra vous donner son avis sur la conduite en cas de prise d'un médicament de cette classe. Pour les médicaments comportant un pictogramme rouge, la consigne est « attention danger, ne pas conduire ». Là, la consigne est claire. Il n'est pas possible de conduire sous l'effet de ce traitement. Mais en plus, il est également important de connaître le délai d'élimination complète du traitement dans le sang avant de reconduire. Il peut varier entre 72 heures et jusqu'à 1 semaine après la dernière prise dans le cadre de certains antibiotiques. Donc attention, la prise de médicaments n'est pas à prendre à la légère. Après vous avoir sensibilisé sur les facteurs de risque liés à la consommation d'alcool et de stupéfiants, nous vous informons qu'un webinaire spécial addiction va prochainement être disponible sur notre site internet. N'hésitez pas à vous inscrire pour en savoir plus. Alors, nous allons maintenant passer un petit film, un petit test où vous allez être acteur. Donc, je vais on va vous passer le petit film. Vous allez être attentif parce que on va vous demander de compter les joueurs de basketball, le nombre de passes qu'ils se font. Vraiment, concentrez-vous sur le nombre de passes des basketteurs en blanc. Ah, il y a un petit problème. Voilà. C'est reparti. Alors, vous avez compté combien de passes? La bonne réponse est 15. D'accord? Donc, alors, si vous avez la bonne réponse, la question c'est, est-ce que vous avez vu passer le gorille? Parce qu'effectivement, comme vous le voyez là, en recul, au milieu, il y a un petit gorille qui vous fait coucou. Et soit on a la bonne réponse, soit on a une mauvaise réponse, et c'est peut-être parce que, effectivement, vous avez été déconcentré. Donc, cet exercice a pour vocation de vous montrer comme il est difficile, voire impossible, d'être concentré sur deux actions
en même temps, simultanément. Et dans ce film, soit on voit le gorille, soit on compte correctement le nombre de passes, mais c'est quasiment systématique, on ne peut pas faire les deux en même temps. Alors, cette prise de conscience va mettre en évidence le danger du téléphone face à la conduite. Parce que va choisir notre cerveau? On passe à la diapo d'après et vous allez voir que, en gros, déjà, 25 à 50% des accidents corporels sont liés à un défaut d'attention. On a un risque d'accident qui est multiplié par 23 si le conducteur lit ou écrit un message. 69% des salariés, pourtant, disent passer ou recevoir des appels téléphoniques au cours de leur déplacement professionnel en voiture. Et également à savoir que près d'un accident corporel sur 10 est lié à l'usage du téléphone au volant. Donc, vraiment, il y a vraiment urgence de faire attention à cette pratique. Lorsqu'un conducteur écrit un texto, il quitte les yeux de la route, il quitte des yeux la route pendant 5 secondes. 69%, voilà. Excusez-moi, je continue. Donc, avec les distracteurs. Donc, le téléphone n'est pas seulement utilisé pour converser oralement. Ce sont aussi des conversations écrites, des notifications de réseaux sociaux qui peuvent apparaître à l'écran, des applications pour écouter de la musique, regarder des vidéos, des photos, l'utiliser comme GPS également. Et sur les nouvelles voitures, les écrans prennent de plus en plus de place et permettent d'installer des applications qui relient directement le téléphone à l'écran du tableau de bord. Le smartphone est le seul dispositif qui cumule les 4 sources de distraction qui peuvent détourner l'attention d'un conducteur. Alors, les distractions donc vous font visuel, le conducteur quitte la route des yeux. La distraction cognitive, le conducteur se concentre sur la conversation et sur ce qu'il lit plutôt que sur la route et la conduite. La distraction auditive, le conducteur n'est plus attentif aux bruits extérieurs qui peuvent le prévenir d'un éventuel danger. Et la distraction physique, le conducteur ne tient plus son volant à deux mains lorsqu'il compose un numéro, envoie un message ou tient son téléphone à la main. Alors, le téléphone au volant ou en kit Bluetooth, quels sont les dangers? Déjà, il y a une augmentation du temps de réaction. Toutes les études démontrent qu'il y a un lien entre le fait de téléphoner en conduisant et l'accroissement du risque d'accident. Regardez, là, pour un moins de 60 ans, en gros, il lui faut 1,63 secondes de temps de réaction quand il n'a pas de téléphone. Et s'il passe avec son téléphone, on est à 2,19 secondes. Et pour les plus de 60 ans, avec un téléphone, ça passe carrément à 3,48 secondes. Donc, on voit bien que ça va amplifier, bien évidemment, le risque d'accident, parce que l'attention donc va être captée par cette conversation et non plus sur la conduite. Il va en résulter les phénomènes suivants. Il ne va plus rouler droit. Il va mordre les lignes. Il ne regarde plus dans ses rétroviseurs. Il ne s'arrêtera pas à un passage piéton. Il ne n'ira pas les panneaux de signalisation. Il va modifier sa vitesse. Donc, on voit que effectivement, on s'est tous rendu compte des fois d'être derrière quelqu'un qui, d'un seul coup, on se demande pourquoi il ralentit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, il freine pas, mais il se déporte. Oui, en fait, quand on le double, on se rend compte que, bah oui, il est au téléphone. Donc, en gros, il se passe une augmentation du temps de réaction, diminution des réflexes, qui varie plus ou moins en fonction de l'âge, on l'a vu, et effectivement, diminution de l'attention et par conséquence, réduction du champ de visuel aussi. Alors, le kit main libre, quant à lui, il va libérer les mains, mais il ne va pas vous libérer l'esprit. On l'a vu, c'est la communication téléphonique qui peut également diminuer votre attention. Alors, pour rappel,
Ce que dit le code de la route avec les changements depuis le 1er juillet 2015, l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. Est également interdit le port à l'oreille de tout dispositif susceptible d'émettre du son. L'utilisation d'un téléphone portable tenu en main est sanctionnée par une amende forfaitaire de 135 € et un retrait de 3 points de permis de conduire. Le fait de consulter ou manipuler son téléphone est également interdit et est passible des mêmes sanctions. Si un conducteur tient son téléphone en main, en même temps qu'il commet une autre infraction, il risque la rétention de son permis de conduire suivie d'une suspension de permis pour une durée maximale de 6 mois. L'utilisation des différents systèmes de communication intégrés aux véhicules type Bluetooth sont seulement tolérés, mais ne sont pas autorisés en fait. S'il est prouvé que vous étiez en communication au moment d'un accident, même si vous n'êtes pas responsable de ce dernier, votre responsabilité peut être mise en cause. Alors, les conseils de prévention, eh bien, ne pas répondre en conduisant, on est d'accord. C'est la règle numéro 1. Pour éviter la distraction due aux notifications du téléphone qui sonne, utilisez plutôt l'application de la sécurité routière mode conduite sur les Android. Elle bloque les notifications et envoie un message à ceux qui vous contactent lorsque vous conduisez. Apple a également mis en place une option du même type. Si vous activez la fonctionnalité « Ne pas déranger en voiture », votre iPhone peut détecter quand vous êtes en temps de conduite et du coup, empêcher les appels et les notifications. Alors, votre employeur peut interdire les communications lorsque vous êtes en activité de conduite dans le cadre professionnel. Cela lui est même recommandé et ça lui permettra de mettre en place des règles pour définir sa politique sécurité et élaborer un protocole de communication qu'il vous fera signer. Il faudra alors planifier des temps de pause pour consulter vos messages dans un endroit sûr et autorisé. Et n'oubliez pas, sur la route, le téléphone peut tuer. Alors, pour démarrer la thématique les véhicules, je vous propose de commenter les derniers chiffres 2023 de la répartition des décès lors des déplacements au travail selon l'INRS. Rappelez-vous que c'est la première cause d'accident du travail. Donc là, la lecture du compteur va se lire de la droite vers la gauche, donc du plus fort au plus faible. On constate alors que la moitié des usagers tués lors d'un déplacement professionnel circulaient en poids lourd avec 27%, ou en véhicule utilitaire avec 24%. À eux deux, ça devient 51%, d'où plus de la moitié. L'autre tiers des tués, environ 10%, se déplacent en 2 roues motorisées, donc les motos plus les engins de déplacement personnels motorisés. On remarque aussi une forte hausse d'accidentologie chez les utilisateurs de DPM, avec 42 décès en 2023 contre 35 en 2022, et il n'y en avait que 7 en 2020. L'installation au poste de conduite et les vérifications. Donc, avant de partir, il faut faire le tour de son véhicule, vérifier les niveaux régulièrement, disposer le gilet dans l'habitacle, régler son siège, sa position et les rétroviseurs, boucler sa ceinture de sécurité. Alors, pour rappel, la ceinture de sécurité doit passer sur l'épaule et non à la base du cou. Et la sangle basse doit appuyer sur les os du bassin qui peuvent supporter une pression considérable en cas de choc, et non sur le ventre qui est le centre d'organes vitaux. Ne pas garder son manteau ou sa veste aussi. Et programmer son GPS, bien sûr, avant de démarrer. Il ne faut pas aussi minimiser l'état du véhicule et s'assurer de son bon entretien. Donc avec l'entretien courant, au niveau des fluides, des pneus, des essuie-glaces, de l'éclairage, de la visibilité, et aussi de l'entretien constructeur effectué par un professionnel. L'état du véhicule et son aménagement peuvent également être des facteurs de risque supplémentaires. Avant de parler des préventions, un petit film réalisé en laboratoire qui retrace ce qui se passe à l'intérieur d'un véhicule utilitaire léger lors d'un choc à 50 km/h. Donc je vous lance la vidéo.
en laboratoire un accident avec un véhicule utilitaire léger, équipé d'étagères, très peu d'outils, quelques matériels, et d'avoir un choc à une vitesse de 49 km/h. Après le choc, on constate que les étagères se sont déformées, elles ont été arrachées, les charges ont été projetées vers l'avant, tous les outils ont volé, et in fine, on a un conducteur qui aurait pu être sauvé par sa ceinture et qui se retrouve tué, écrasé par son chargement. Hop, nous allons, hop. Donc, suite à la vidéo, on a pu voir que dans le véhicule, il faut que l'équipement, enfin le véhicule doit être bien adapté et équipé selon votre métier. Il faut aussi savoir charger son véhicule utilitaire léger, donc soit avec une formation. Il faut qu'il y ait une cloison de séparation pleine entre le conducteur et son chargement, ce qui est très important. Il faut aussi que l'aménagement intérieur soit professionnel. Comme vous voyez, si vous avez vu sur la vidéo, il y avait une étagère maison, c'est ce qu'il faut éviter. Et aussi l'arrimage des charges qui est très importante, puisque une boîte de mouchoirs qui pèse 200 grammes devient, à un choc de 50 km/h, 8 kg. Une bouteille d'eau, par exemple, qui pèse 1,3 kg, elle devient 53 kg. Et une valise de 30 kg, elle, devient 1,2 tonnes. C'est énorme. En cas donc de choc à 50 km/h, une charge non arrimée est projetée vers l'avant avec une force comprise entre 20 à 40 fois son poids selon la nature de l'obstacle percuté. Et là, donc, je vous ai décrit, excusez-moi, les différents objets. Pour plus de sécurité, il est nécessaire de ne pas avoir d'objets libres donc dans l'habitacle et l'aménagement des véhicules doit être homologué et mis en place par un professionnel. Un bon arrimage a également l'avantage d'éviter le déséquilibrage du véhicule en cas de choc. Alors là, on va parler des motos et des scooters. L'équipement du conducteur est le seul élément de protection qui permet de réduire les risques de blessures graves, grâce à un casque de sécurité, à un pantalon de moto, à des gants de protection, à un blouson de sécurité, à des bottes de moto et un airbag. Le port du casque correctement attaché est obligatoire pour tout conducteur ou passager d'un deux roues motorisé selon l'article du Code de la route. Les traumatismes crâniens sont la cause principale de handicap lourd et de décès parmi les motocyclistes, ce qui donne 54% qui sont victimes de chocs à la tête. Depuis 2016, le port de gants certifié CE est obligatoire pour le conducteur comme pour le passager. Parce que par exemple, lors d'une glissade sur le bitume, le risque d'abrasion des mains et des doigts est important. Grâce au port de gants épais, le facteur de protection est de 87%. Et depuis le 1er janvier 2016, le gilet de haute visibilité, couramment appelé gilet jaune, est obligatoire et fait partie de l'équipement réglementaire du motocycliste. Le risque d'être tué à moto est 22 fois supérieur à celui d'être tué en voiture. Donc l'absence d'équipement de protection, ce qui est casque, gants, bottes, airbag ou autre, est un facteur aggravant, y compris à faible vitesse. Maintenant, on va parler de l'équipement en vélo. Donc, vous allez voir qu'en rouge, c'est les équipements obligatoires et en bleu, ce qui est recommandé. En agglomération ou sur les voies vertes et les pistes cyclables, le port du casque n'est pas obligatoire mais fortement recommandé. Il n'est vraiment obligatoire que pour les moins de 12 ans, sachez-le. Le casque doit être porté, donc c'est-à-dire adapté et attaché surtout. Le gilet réfléchissant est obligatoire hors agglomération et fortement recommandé. Parce que par exemple, la nuit ou pendant l'hiver,
on ne voit pas souvent quand vous êtes habillé tout en habit sombre. Alors, il est important de porter ce gilet jaune. Maintenant, on va parler des trottinettes électriques, gyropodes et hoverboards. Hors agglomération, où la vitesse maximale est autorisée et inférieure ou égale à 80 km/h, il est obligatoire de porter un casque, des accessoires réfléchissants et de rouler les feux allumés. En agglomération ou sur les voies vertes et les pistes cyclables, le port du casque n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé. Il faudrait porter des vêtements ou des accessoires rétro-réfléchissants en toutes circonstances, au moins des vêtements clairs. Porter des chaussures confortables, plates et stables, bien sûr éviter les talons. En trottinette, il n'y a pas de carrosserie, alors que c'est la première protection quand on est en voiture. Donc les usagers en trottinette sont les plus vulnérables sur la route. Attention, l'assurance est obligatoire. Au-delà de la réglementation du code de la route, les utilisateurs d'engins de déplacement personnel motorisés doivent avoir une conduite responsable et un comportement prudent, porter un casque en toutes circonstances, être visible pour les autres usagers de la route et entretenir son EDPM, c'est-à-dire vérifier les éclairages, donc les ampoules, maintenir les cadiatropes propres, s'assurer du bon fonctionnement des freins et vérifier les visseries, l'état des roues et le gonflage des pneus, contrôler le niveau de la batterie avant le départ et ménager la batterie. Attention au lavage de la trottinette, ne pas utiliser de Karcher. En revanche, il est important de savoir qu'il est interdit de transporter des personnes ou des marchandises. Il est interdit aussi de rouler côte à côte, il faut rouler en file indienne. Il est interdit de circuler sur le trottoir, mais par contre, vous pouvez tenir votre EDPM à la main. Les engins ne doivent pas pouvoir rouler à plus de 25 km/h. Ils sont soumis au code de la route, ce qui signifie qu'il est interdit, comme les autres usagers de la voie publique, d'utiliser des écouteurs ou le téléphone à la main et de conduire sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants. Alors, nous savons que 29% des accidents mortels sont dus à une vitesse excessive ou inadaptée aux circonstances. Près d'un accident mortel sur 5 est dû à la vitesse. Il est donc important d'avoir en tête qu'une distance d'arrêt minimale est incompressible. Cette distance d'arrêt correspond à la distance parcourue pendant le temps de réaction du conducteur, ajoutée à la distance de freinage du véhicule, donc flèche verte plus flèche bleue, sur le schéma. Un temps de réaction est nécessaire pour chaque étape. Il varie de 1 à 2 secondes. Il s'agit là d'une moyenne sur une personne qui n'a pas consommé de substance et dont ses capacités à réagir n'ont pas été altérées et qui ne présente pas de signes de fatigue pouvant conduire à une perte de vigilance, à savoir tous les facteurs de risque dont on a parlé précédemment. Car la distance de réaction donc dépend du temps de réaction, du niveau d'attention, de l'état physique du conducteur et des conditions de circulation. Et la distance de freinage dépendra, quant à elle, de la chaussée, des conditions climatiques, de l'état du véhicule et du taux d'usure des pneus. Cela fait beaucoup de paramètres pour un temps et un moment vraiment très court. La distance parcourue pendant le temps de réaction augmente avec la vitesse. Et c'est essentiellement elle qui va majorer la distance parcourue par le véhicule. Donc, le schéma sur la diapo visualise la distance parcourue selon la vitesse en prenant comme échelle de référence un terrain de football pour vous rendre compte effectivement de la distance. Si à 50 km/h, vous parcourez 26 mètres, à 50 km/h, oui, vous parcourez 26 mètres le temps de réagir et de freiner. À 130 km/h, la distance d'arrêt d'une voiture est de 129 mètres, voire 134 mètres à 140. À 90 km, il faudra 64 mètres pour que la voiture s'arrête, alors que si c'est un véhicule de 40 tonnes, comme un poids lourd, lancé sur une autoroute à 90 km/h, par exemple, il aura besoin de 121 mètres, lui. Donc, au total, la distance d'arrêt augmente avec la vitesse. Il est donc primordial de respecter une distance de sécurité.
Alors, sur la route, laissez au moins 2 secondes entre vous et le véhicule qui vous précède, hein, ces deux temps de réaction nécessaires. Et sur autoroute, maintenez une distance au moins égale à 2 lignes blanches de la bande d'arrêt d'urgence. Alors, la vitesse a également un autre impact sur le conducteur et sur ses réactions. Plus la vitesse augmente, plus le champ visuel rétrécit. Donc, à grande vitesse, il se limite à une vision centrale. Regardez sur le schéma, vous voyez qu'à 40 km/h, le champ visuel est assez large, vous voyez votre environnement. À 70 km, il commence à se réduire pour, à 130, n'être plus qu'un petit cône qui est vraiment face au conducteur. Alors, regardez sur l'animation, c'est pourquoi en ville, il va être nécessaire de réduire sa vitesse pour être en capacité de contrôler son environnement et pouvoir réagir rapidement en cas de nécessité. Regardez si on déplace en fait le curseur avec la vitesse, voyez le cône qui se rétrécit et à un moment donné, effectivement, on ne voit plus le piéton, quoi, ou de toute façon, on va mettre un certain temps pour réagir si on le voit au dernier moment. Voilà, donc la vitesse, bien évidemment, provoque et aggrave les accidents. Elle réduit les possibilités de manœuvrer à temps et elle les aggrave puisque plus on roule vite, plus le choc est violent et plus les conséquences vont être dramatiques. Alors, nos conseils de prévention ne sont pas innovants, hein, mais le tout, c'est d'y penser. Donc, respecter le code de la route, la première chose. Ne pas boire d'alcool ni consommer de stupéfiants. Contrôlez fréquemment votre indicateur de vitesse et le mieux aujourd'hui avec bien évidemment l'avancée technologique des constructeurs, c'est d'utiliser le régulateur et le limiteur donc de votre voiture si vous en avez un et d'adapter bien évidemment votre vitesse selon les circonstances. Alors voilà, il va être temps de conclure cette présentation sur le risque routier en lien avec le travail. J'ai vu dans les commentaires qu'il y avait des gens qui avaient eu un petit peu de mal à suivre. J'espère que le son est pour les autres relativement correct parce qu'il y a des personnes pour qui ce n'était pas facile. Donc, je laisse Sarah vous conclure le sujet. Merci. Alors, nous avons vu les différents facteurs de risque qui avaient des effets sur le conducteur et sur sa santé. Mais la conduite peut avoir aussi des effets sur lui. On rappelle quand même que le facteur humain est responsable dans 98% des accidents de la route. Au centre du contexte, on voit le conducteur et son véhicule qui sont dénominateurs communs du risque routier. La santé du conducteur, son comportement ou son état peuvent impacter la conduite. La santé, avec une pathologie connue ou inconnue comme l'apnée du sommeil, ou des problèmes visuels, un handicap ou la fatigue. Les consommations à risque en lien avec un contexte personnel ou professionnel d'ailleurs, comme avec le stress, la charge mentale, les préoccupations. L'usage multiple aussi du téléphone au volant pour des raisons professionnelles et ou personnelles. Mais la conduite a également des conséquences possibles sur l'homme, donc sur le salarié. L'intégrité physique peut être immédiatement et gravement endommagée en cas d'accident, bien sûr, mais sur des dommages corporels qui peuvent se révéler à plus ou moins long terme comme les troubles musculo-squelettiques du fait de la station assise prolongée, les vibrations, par exemple pour les conducteurs routiers ou d'engins. La problématique d'exposition au bruit dans l'habitacle est aussi la conduite comme forte source de stress avec des horaires dépassés, retards, incivilité, agressivité, les conditions de circulation difficiles et encombrées, la concentration que demande l'activité de conduite. Il faut donc songer à tous ces effets de la conduite sur la santé physique et aussi mentale du conducteur. Voilà, donc au départ de la maison ou dans le cadre d'une mission, la maîtrise du risque routier passe par son anticipation. On respecte les règles, on fait attention à son comportement, on fait une surveillance médicale et on se sensibilise, on s'informe. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a essayé de faire. On a essayé de vous sensibiliser, de vous informer.
Alors voilà, on espère que ce webinaire aujourd'hui vous aura aidé à prendre conscience de ce risque professionnel et que la prévention, vous le savez, ne passe pas uniquement par le respect des règles du code de la route. C'est d'abord le comportement du conducteur et son hygiène de vie, mais la prévention passe aussi par une bonne information, hein. Donc, nous allons pouvoir faire le point sur vos éventuelles questions, voir s'il y a eu des petites questions et essayer d'y répondre si ça n'a déjà été fait. Donc, je regarde, non, a priori, c'est bon. J'avais eu une petite question sur qu'est-ce qu'un EDPM et j'ai répondu à la dame puisque c'est un équipement de déplacement personnel motorisé, les trottinettes, les overboards, hein. Après, on l'expliquait dans la session. Alors, nous allons voir si vous avez encore le temps de rester avec nous, si on peut faire un petit quiz pour faire une petite finale interactive et puis s'amuser un petit peu, voir si vous avez retenu des choses. Donc pour ça, il va falloir vous munir de votre téléphone portable, si vous en avez un, et vous connecter sur la page kahoot.it. Tu me dis les choses. Ah oui, En voilà, on train de va le lancer. lancer. Voilà, bah, écoutez, ma collègue a lancé voilà. Donc, vous allez rejoindre le jeu à l'adresse suivante. Soit vous Grâce au QR code. Voilà, soit vous flashez le QR code, mais vous avez besoin en fait du petit code PIN et vous vous inscrivez. Voilà, on va voir à l'écran les noms des participants. Donc, on va essayer d'avoir le maximum de personnes. Et puis, ça devrait être plutôt sympa. Bravo, super, là. Il y a du monde qui Yes. s'inscrit, c'est génial. Voilà, on est nombreux, alors je ne sais pas si on peut, mais allez-y, continuez, là c'est bien. Voilà, on est à 33, là 34, super. Super, super. Bon, bah, écoutez, 35. on a 35 personnes, on va pouvoir lancer là, Ah, 36, 37, il y a encore des retardataires, mais c'est bon, allez-y, prenez votre temps, on n'est pas trop pressé. On a été bien avec Sarah, hein. On a ah, réussi à rester sur notre heure de, présentation, oui. de présentation, hein. Voilà, 38, 39 personnes, 41. Oh, bah, génial. Voilà, bon. Eh bien, Commence à lancer. écoutez, on va pouvoir lancer le jeu. Allez, c'est parti. Donc, quelle est la première cause d'accident mortel sur la route? Ok, tout le monde a répondu. C'est bon, on peut passer. Sûr? Ouais, je pense. 37 réponses, c'est bien. Je crois que c'était 37 qu'on était connectés, ouais, D'accord. il me semble. Ok, donc l'alcool et effectivement la vitesse de très près, hein, puisque c'est 30% pour l'alcool et 29% pour la vitesse, hein, donc on a mis les deux. Bien.
Alors, après 17 heures sans sommeil, les réflexes du conducteur diminuent, correspondant à une alcoolémie de 0,5 g par litre de sang. Vrai ou faux? Ah, on a 39 réponses. 39. Ça rentre 41. bien. 41. OK, je pense que c'est bon. Bravo, 33%, effectivement, c'est vrai. Sarah nous l'a glissé. Oh. Alors, d'après vous, lequel de ces verres contient le plus d'alcool en dose barre? Vous voulez lire toutes les... Allez, allez, 29 réponses, 31. Allez, allez, j'en veux au moins 40 là, hein, comme, comme tout à l'heure. Bon, on reste sur 34 Ça réponses. monte un Ah, petit peu. Attends. c'est bon, 36. Bon, c'est le dernier mot, 36. Allez, on y va. Alors, je vois qu'il y a une grande variété de réponses. Et bien, pourtant, rappelez-vous, je vous ai dit qu'en fait, tous les verres d'alcool qui étaient présentés sur le schéma avaient tous la même dose d'alcool, soit 10 grammes d'alcool pur dans un verre, dose barre classique. Voilà, donc il fallait tout cocher, en fait. Alors, on continue. Un tiers des tués sur la route lors des trajets se déplacent en 2 roues. Vrai ou faux? OK. Vrai. Oui, vous avez bien entendu. C'est effectivement un tiers des tués sur le trajet. Alors, boire un café permet d'accélérer l'élimination de l'alcool dans l'organisme. On peut passer. Oui, effectivement, c'est faux, hein, on est d'accord. Rien à part le temps permet de diminuer l'alcool dans le sang. Juliette, bravo, elle est en tête pour l'instant. M'a suivi de près par Pauline. Quelques minutes ou heures de sommeil et je peux reprendre le volant après avoir bu. Effectivement, tout dépend du nombre de verres consommés. On l'a bien vu, hein. Bravo Juliette, toujours au top, hein. Et il y a 4 joueurs qui viennent de faire une combinaison de 3 bonnes réponses à la file. Alors, si je fume régulièrement du cannabis, cela me fait beaucoup moins d'effet et je suis en capacité de conduire. Non, bien sûr, c'est faux. Vous avez raison, hein. On s'habitue, mais c'est toujours pareil, les effets sur le... Alors, quels sont les dangers liés au téléphone?
Oui, effectivement, il fallait tout cocher, mais pas devenir sourd, sauf si effectivement vous avez mis à fond votre écouteur, mais non. Voilà, c'était bien évidemment tous les autres effets. Bravo, on continue. On arrive bientôt au bout. Donc, on est sur la 9e question. D'après vous, quel type de médicaments peuvent altérer les capacités de conduite? Donc, vous avez plusieurs réponses possibles aussi. C'est bon, je peux passer. Ouais, je pense. Eh bien, effectivement, vous voyez, c'était quasiment tout. Il fallait tout cocher, hein, puisqu'ils étaient tous concernés par les, les. Bah, super, Colline est remontée en tête, hein. Ah, Guy la rattrape, hein, attention. Ça se resserre, ça se resserre. Je suis assurée. En cas d'accident sous l'emprise de stupéfiants, mon assurance me couvrira. Faux, effectivement, hein, on est d'accord. Bien sûr, vous l'avez compris, hein. Alors, en roulant à 130 km/h, quelle distance sera parcourue avant de stopper le véhicule? Allez, on vous laisse poser votre curseur. Voilà, je pense que... Voilà. Attends de voir jusqu'à 40. Ouais, ok. 140. Bon, je pense Donc, que je c'est vais bon. passer. Ouais, je pense que c'est bon. Vas-y. Attention. Ah, voilà. 129 était la bonne réponse. Il y en a 4 qui ont bien répondu. Dernière question. Avec ma trottinette électrique, je peux ou je dois. C'est ça. Et oui, ne pas dépasser les 25 km/h, porter un casque et voilà. Les 2 autres étaient bien évidemment interdites. Bravo, bravo. Alors, on va faire un petit podium pour voir qui est le gagnant. Eh bien, c'est Guy. Alors, Guy est 3e, suivi de Laura. Bravo. Et notre champion ou championne est Colline. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo à tous. Super. Alors, attendez, je regarde parce que je vois que il y a une question. Serait-il possible d'avoir les questions-réponses du quiz par mail? Et eh bien, effectivement, on vous les enverra avec le diaporama et on fera les petites réponses. Il n'y a pas de souci. On vous les transférera avec le PowerPoint et l'enregistrement. Voilà. Alors,
N'hésitez pas à vous connecter sur notre site hein, si vous voulez plus de documentation sur le sujet. Prochainement, nous allons d'ailleurs mettre en ligne une Prevbox dédiée au risque routier, hein, où vous pourrez trouver toute la documentation qui est vraiment sur le thème du risque routier. Et d'ici demain ou après-demain, le support vous sera adressé par mail ainsi que le replay. Et puis, on va en fait voilà, vous mettre les réponses du quiz, les réponses du quiz que nous venons de faire. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Je vérifie que nous n'avons pas d'autres questions. Non, voilà, c'est bon, super. J'espère que voilà, ça vous a plu, que vous nous avez bien entendus. Et on vous dit donc à bientôt pour une autre session sur un autre thème ou pour tout autre sujet. Voilà, merci à vous. Passez une bonne journée. Ah, Merci à attendez, vous j'ai tous. une petite question, je crois. Non, 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 c'est bon. C'est un petit remerciement. Donc, merci à vous tous. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.